Merci, Rachel. Bien, bonjour et merci d'être venu à la rencontre de Marc Assevi. Nous allons parler aujourd'hui de son ouvrage, son ouvrage le plus récent, qui s'intitule « Mauvaise langue », un essai où il parle, en fait, de son rapport à la langue française et plus particulièrement de son rapport au franglais, qui est un mélange de français et d'anglais. Donc, M. Assevi, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le franglais et pourquoi avoir écrit un essai pour défendre cette manière de parler que vous qualifiez, en fait, dès les premières pages de votre ouvrage, de travers langagier? Oui, je ne sais pas si je défends le franglais. En fait, je constate son existence. C'est comme une admission de quelqu'un qui pratique le franglais, qui l'a pratiqué un peu sans trop s'en rendre compte. En fait, c'est dans la famille. Avec mes frères et sœurs, on a grandi dans l'ouest de l'île de Montréal, dans un milieu très anglophone. Famille francophone, arrivée de la Gaspésie, qui n'avait pas de prédisposition à se mettre à mettre de l'anglais dans du français. Puis le franglais, bien, il y a différentes, je pense, définitions de ce que peut être le franglais. C'est de mélanger ces deux langues, le français et l'anglais, mais aussi peut-être dans notre façon de l'exprimer dans ma famille. Je parle en fait essentiellement d'une langue qu'on parlait. 4 enfants, on est 2 couples de jumeaux à la maison, puis c'était comme notre langue commune, mes parents francophones qui parlent, oui, l'anglais, mais qui ne comprenaient rien à notre charabia franglais. Bien, nous, on alternait des fois, c'est une espèce d'alternance codique entre des phrases de français, des phrases d'anglais. Et l'idée, en fait, du livre, elle ne vient pas de moi, elle vient de l'éditeur, c'est chez Somme Toute, Laurence Marcotte qui m'a approché, à la suite d'une chronique que j'avais écrite sur... je pense que je répondais à Christian Rioux du Devoir qui reprochait beaucoup à des artistes de truffer d'anglais leurs œuvres, notamment il y a Xavier Dolan, mais aussi dans le rap, les Dead Obies, des Lisa Leblanc qui font du... Ça, c'est pas du franglais, c'est du chiac, mais... et donc, Christian Rioux, qui avait, je trouvais, une vision un peu puriste de tout ça, et donc je lui répondais, et l'éditrice a trouvé ça intéressant. Elle m'a dit, tu voudrais pas développer plus que tes 800 mots? Puis c'est toujours une frustration pour nous, journalistes et chroniqueurs, d'écrire des textes en se disant, il me semble que j'aurais pris 3 fois plus de place pour l'écrire. On est coincé dans la page, puis là, de se faire dire, bien, t'écris autant que tu veux. Au début, on se dit, ah oui, c'est formidable. Puis au bout d'un moment, on se dit, ouais, c'est quand même du travail. Oui, parce que le livre fait quand même environ 100 pages. Oui, même 101. 101? Oui. C'est une allusion à la loi 101? Bien, c'est vraiment un hasard, mais il fait 101 pages. Donc, je trouvais ça ironique, quoi, que... Vous en parlez de la loi 101 dans votre ouvrage. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre position par rapport à cette loi? Bien, moi, en fait, c'est ça où je suis conscient peut-être de certains paradoxes dans mon livre, mais moi, je suis un indépendantiste de la première heure, de père en fils, je dirais. Très, très, très conscient de l'importance de la Charte de la langue française, de la loi 101. Et pas du tout. Donc, mon livre, c'est pas pour dire il faut... d'aucune manière affaiblir la loi 101. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment la chérir. Je pense que c'est le texte législatif le plus important dans notre société. C'est presque un texte fondateur du Québec moderne pour moi. Et donc, quand je parle du franglais, quand je parle de l'anglais, c'est plus de... je voulais répondre aux gens qui, selon moi, ont une vision peut-être exagérée de la menace de l'anglais. Pas de façon générale. Je sais qu'en tant que minoritaire de francophones au Canada et en Amérique du Nord, il faut être conscient des risques de l'assimilation. Moi-même, ayant vécu dans un quartier, dans une communauté plutôt anglophone, j'ai vu très vite que le risque d'assimilation, il était réel. Et donc, pour moi, évidemment, la Charte de la langue française est très importante. J'ai en plus fait des études de droit, donc ces textes-là m'intéressent particulièrement. Mais je pense qu'en même temps, et puis ça résume peut-être un peu l'idée de mon livre, il faut savoir aussi que la Charte de la langue française a permis aux Québécois francophones
oui, d'être maître chez nous, de prendre des places de direction dans la société. Puis c'est faux de dire que l'anglais nous menace plus que jamais, parce que je trouve que c'est oublié que dans l'histoire, il y a eu des périodes où les boss anglais, puis l'espèce de joug de la communauté anglophone a existé, puis ça fait pas très longtemps. Mm-hmm. Pour les étudiants qui peut-être se demandent qu'est-ce que la loi 101, est-ce que vous pouvez résumer en gros qu'est-ce que la charte de la langue française, qu'on appelle aussi la loi 101? Oui, c'est ça. Ben, en fait, qui dit de façon générale que le Québec est une société française, qu'on y travaille en français, que le français est la langue d'usage, de travail, de la société. Là, j'ai pas le texte devant moi, mais je résumerais ça comme ça. Ouais. Et qu'on a le droit de travailler en français, peu importe le domaine dans lequel on se trouve. Oui. Même un domaine où il y a beaucoup d'entreprises plutôt anglo, oui, c'est ça. Comme dans un domaine, par exemple, qui serait près de l'aéronautique. Oui, mettons. C'est ça. Et en fait, là, je saute, puis je te coupe dans tes questions, mais je voyais Mitch Garber, à Tout le monde en parle, dimanche, qui est un homme d'affaires montréalais qui a reproché aux anglophones de ne pas bien connaître la culture québécoise, alors que lui-même ne semble pas connaître Gilles Vigneault. Là, je trouvais que c'était assez ironique. Mais, et lui disait, où j'étais d'accord avec lui, il parlait aussi de la communauté, de la majorité francophone et de cette crainte qu'ont certains que leurs enfants soient bilingues parce qu'ils vont oublier le français et tout ça. Et il dit, c'est important parce que c'est la langue commune de la planète, de l'Internet, du monde des affaires et tout ça. Et c'est pour apprendre aux jeunes à travailler en anglais. Puis là, je suis absolument pas d'accord avec lui. Là. Ça, c'est vraiment le pas où... je veux dire, on vit dans une société francophone, on veut que les choses, que le français, qu'il y ait une pérennité à cette culture francophone. C'est important que la langue de travail reste le français. Après, pour s'ouvrir, moi, je veux dire, si on a le plus de langues qu'on peut apprendre, ma blonde, elle parle 4 langues, moi, j'aimerais en parler plus. C'est de la richesse, mais après, je pense qu'il faut quand même se souvenir qu'on vit dans cette société fragilisée par son contexte géopolitique, puis que ne pas en prendre conscience, c'est aller tout droit vers l'assimilation. Mm-hmm. Vous parlez de prise de conscience. Cette prise de conscience, vous racontez dans votre livre qu'elle est venue alors que vous étiez étudiant au cégep et que vous étiez étudiant au cégep dans un contexte historique qui est particulier, autour de l'accord du Lac-Meech, autour, en fait, de ce qui allait préparer la venue du deuxième référendum, où la question linguistique faisait partie du débat quotidien. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette prise de conscience-là, de comment vous y êtes arrivé et de qu'est-ce que ça a changé pour vous? Oui, moi, en plus d'avoir grandi dans un milieu anglophone, donc dans l'ouest de l'île de Montréal, il n'y avait pas de cégep francophone. À je ne sais pas combien de kilomètres, maintenant il y a le cégep Gérald-Godin à Sainte-Geneviève, mais à l'époque, on pouvait étudier en anglais à John Abbott à Sainte-Anne-de-Bellevue. Sinon, il fallait aller au centre-ville. Et donc, moi, je suis allé au cégep Bois-de-Boulogne, qui était quand même, ça me prenait 1h30 des fois en transport en commun. Et donc, je trouve que c'est un autre exemple de comment les choses ont évolué. C'est-à-dire que maintenant, il y a un cégep francophone, les francophones ont accès à des études postsecondaires en français. Et donc, oui, c'était une période très politique, en fait. Meech, les blessures de Meech, les drapeaux piétinés, on sentait qu'il y avait une espèce d'effervescence. J'en parle entre autres dans le livre de Robert Bourassa qui avait fait un discours au lendemain de Meech qui était plus nationaliste, je pense, que bien des péquistes de l'époque. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'on n'entendrait pas de la bouche d'un libéral aujourd'hui. Il y avait une prise de conscience de, on veut pas nous accepter, on veut pas qu'on revienne dans le giron de la Constitution canadienne selon nos conditions, on va réagir. Et puis, il y avait eu cette réaction. Et donc, moi, j'étais au cégep, il y avait toutes ces discussions-là. Et c'est aussi, je pense, quittant mon West Island adolescent, découvrant autre chose, des gens de différents horizons, baignant tout à coup dans une culture beaucoup plus francophone,
Bon, mon père, qui aime beaucoup la littérature, qui est un poète, qui m'avait initié évidemment à beaucoup de choses, mais là, tout d'un coup, c'était plus de prendre conscience du bagage culturel. J'écrivais au journal étudiant, j'ai rencontré... la première entrevue que j'ai faite de ma vie, c'était avec Jean Leloup, qui m'a invité dans son appartement sur Delorimier. J'avais préparé 50 questions. Au bout de 2h30, il m'a dit « Bon, j'ai une couple de trucs à faire. » Ah, OK. Il y avait une effervescence donc politique, culturelle. Pour moi, Jean Leloup a été très important. C'est comme s'il m'avait réconcilié avec le rock en français. Il y en avait eu, évidemment, mais l'époque d'harmonium et tout ça, c'était plus pour moi la génération de mes parents. Mais là, c'était comme quelqu'un qui me parlait à moi, puis il n'y a rien à envier à personne, puis ces textes sont super intéressants. Ça a été vraiment un déclencheur. Oui, parce qu'au cours de votre adolescence, vous racontez aussi que vous étiez surtout attiré par la culture anglophone américaine, jusqu'à en fait entraîner des comportements chez vous où vous vous isoliez au sein de groupes francophones pour revendiquer votre attachement à la culture anglophone. Oui, puis c'était même pas, je pense, c'était même pas une revendication, c'est carrément... Je pense que j'étais vraiment c'était une forme d'assimilation, en fait. C'est que j'étais donc dans un milieu anglophone, mais dans un milieu anglophone où les francophones, entre eux, se parlaient en anglais. Parce qu'on jouait au soccer, on jouait au hockey, on était... L'entraîneur pouvait être un francophone, mais il allait s'adresser en anglais au groupe parce que, oui, il y avait peut-être une majorité d'anglophones, mais je veux dire, on niait un peu notre côté français. Et puis, ça a contaminé la cellule familiale, si bien que je me souviens, un voyage en Gaspésie pour le 50e anniversaire de mariage de mes grands-parents. On s'était isolés dans l'auto de mon père pour écouter du Led Zeppelin, puis on se parlait en anglais, comme si on voulait ne pas s'intégrer. Je veux dire, je l'écris, j'ai dit j'en ai honte, je l'écris, j'en ai honte, mais c'était pas... c'était pas une revendication. Je pense pas que c'était très conscient. Évidemment, j'avais 14 ans. C'était peut-être une rébellion aussi, mais j'ai compris à ce moment-là les dangers quand même. Je veux dire, laisser les choses aller, puis dire on va s'auto-réguler, on va toujours survivre de toute façon parce que le français va bien, c'est pas assez. Mais de dire l'ennemi est à nos portes, puis on est sur le point de disparaître, comme certains le disent, ça, je trouve que c'est aussi irresponsable. Voyons les choses comme elles sont, c'est-à-dire soyons lucides par rapport à ce qui se passe dans la société. Mais dans votre essai, vous écrivez que vous étiez une espèce en voie d'assimilation, mais par contre, vous avez pris conscience de votre situation linguistique. Oui, c'était ça. Vous dites également qu'avec la loi 101, en fait, il y a eu une évolution et que la situation s'est améliorée, contrairement aux détracteurs, aux alarmistes. Je trouve qu'on est rapidement, il y en a qui tirent sur la gâchette du c'est épouvantable et tout ça. Puis je veux dire, la loi 101, un des effets, c'est l'affichage. Là. Je veux dire, on le voit, Montréal n'a pas le même visage qu'en 1955. Le fait français s'affiche, il s'entend. Je dis pas qu'au centre-ville de Montréal, on n'entend pas des gens parler anglais, puis que c'est pas vrai que quand on va dans une boutique, des fois, on se fait recevoir en anglais, puis qu'il faut rester vigilant. Mais de prétendre que ça n'a jamais été aussi pire, là, ce que j'entends quand même chez certains, je trouve que c'est largement exagéré. Largement. Alors que vous étiez au cégep, vous avez écrit que les francophones doivent comprendre que ce n'est pas un tort, en fait, que ce n'est pas en niant ou en rejetant l'existence du fait anglais dans la société québécoise qu'ils deviendront plus québécois. Oui, c'est ça, c'est drôle parce que j'ai fouillé dans... donc moi, j'ai toujours voulu être journaliste. J'ai fondé un journal à mon école primaire, en 5e année du primaire, ça s'appelait Presse primaire. Donc, j'étais un peu monomaniaque, là, je savais où je m'en allais. Et donc, au cégep, j'étais rédacteur en chef du journal et j'écrivais des éditoriaux, puis j'avais fait un éditorial là-dessus, ça s'appelait « Je suis l'anglais du corridor », qui était sur ce rapport à la langue. Puis je suis allé le relire, puis évidemment... quand on relit ce qu'on a écrit, des fois je relis ce que j'ai écrit il y a 2 ans, puis je suis un peu gêné, mais là, quand on relit ce qu'on a écrit il y a
25 ans, ouf. Mais je dirais que de façon générale, l'essentiel de ce que je pense aujourd'hui dans notre rapport à la langue est le même. C'est la même chose que ce que j'écrivais à 17 ans. Et donc, oui, il faut... c'est pas en niant l'autre, c'est pas en refusant d'apprendre l'anglais, c'est pas en se fermant à une culture qui est, oui, une culture de la planète. C'est parce que je vois des fois, notamment chez des collègues plus âgés, et je dis pas que c'est complètement générationnel, parce qu'il y a des plus jeunes qui pensent comme ça aussi, mais je le voyais, surtout, j'ai commencé à la presse, j'avais 20 ans, et donc je voyais ce rapport-là de gens qui... très heureux de parler des cours d'espagnol ou d'italien ou d'allemand qu'ils prennent, mais l'anglais, je veux rien savoir de ça. C'est l'anglais pour ma génération, puis je pense encore plus pour ceux qui sont étudiants aujourd'hui, c'est pas la langue de l'envahisseur britannique, c'est pas la langue de l'oppresseur culturel américain, c'est la langue qui sera utile quand on part en voyage, peu importe dans le monde, si on veut essayer de se faire comprendre, c'est une langue. Et donc, il y a comme le rapport à cette langue-là, je pense qu'il peut être plus sain. Il y a des études qui prouvent aussi que quand on parle bien sa langue maternelle, bien, c'est plus facile d'apprendre une langue, une deuxième langue. Et dans votre essai, vous dites qu'on défend mieux sa langue lorsqu'on en parle une autre. Donc, ça va un peu dans cette direction. Oui, c'est ça. Bien, je pense que c'est une richesse. Oui, tout à fait. Quand vous étiez jeune, quand vous allez à l'école, vous aviez des camarades de classe qui sont devenus des exemples, en fait, qui incarnent bien ce que vous dites, qu'on peut passer d'une langue à l'autre, dont Rufus Wainwright et des acteurs, notamment le protagoniste du fameux film Opération Beurre de Pinot. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que vous croyez que parler le franglais ou utiliser un mélange de français et d'anglais ou de passer d'une langue à l'autre, ça peut être dangereux? Bien, je pense que oui, en fait, c'est-à-dire que de le faire consciemment, de dire, moi, je vais refuser de parler un français correct dans certaines circonstances. Je pense qu'il faut aussi s'adapter, évidemment, à qui on parle, dans quel contexte et tout ça. De dire, moi, je ne parle que franglais à partir d'aujourd'hui, je comprendrais pas vraiment ça, mais je voulais dire, des fois, on le fait inconsciemment. Et donc, jusqu'à ce jour, Noël, Pâques, on se retrouve en famille et avec mes frères et sœurs, on se parle en franglais. Mm-hmm. Parce que c'est comme notre langue, c'est notre langue commune, c'est comme notre lien. Est-ce qu'on devrait en avoir honte? Peut-être, mais c'est très intégré. Là. C'est comme... Mais c'est un franglais parlé à la maison, dans un contexte familier. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est certainement pas un livre qui dit mettez-vous tous au franglais, c'est formidable. C'est pas... Oui. Ouais. Est-ce que réfléchir à la langue, c'est automatiquement une réflexion politique? Est-ce que c'est réfléchir à la politique? On parle de loi 101 depuis tout à l'heure, de contexte sociopolitique. Je pense que oui, au Québec. Je me suis rendu compte, d'ailleurs, mon livre, il est autant... au départ, en fait, je me suis un peu... quand l'éditrice m'a proposé le projet, je lui ai dit, écoute, je suis pas linguiste, je suis pas sûr que j'ai vraiment quelque chose de pertinent à dire là-dessus, mais c'est une collection... Dominique Champagne avait fait un livre aussi auparavant dans cette collection, où c'est vraiment un peu des coups de gueule. On veut entendre la voix de quelqu'un qui a... et donc, elle me disait, je veux entendre ce que tu as à dire. C'est pour ça que j'ai puisé dans mon expérience personnelle en me disant, ce sera ça. Je prétends pas que c'est un ouvrage scientifique. Pas du tout. Mais je me disais, s'il y a quelque chose de pertinent dans mon parcours, c'est justement d'être passé par cette quasi-assimilation qui a laissé des traces. Et je trouvais qu'il y avait peut-être... pas des métaphores, mais enfin, certaines choses que je pouvais transposer à la situation du Québec. Et oui, c'est politique, parler de la langue, et c'est très politique. On s'en rend compte quand on voit la réception à un livre comme ça.
ça a été, ça a été assez violent, en fait. Je savais que ça ne plairait pas à tout le monde, là, mais en tout cas, je suis comme, pour le camp souverainiste ou indépendantiste, j'ai l'impression d'être une espèce de bête noire qui dit des choses qu'ils ne veulent pas entendre, qui déroge du discours officiel. Puis, et donc, beaucoup de réactions très viscérales. La langue, je pense que ça fait réagir. Et ça ne m'a pas étonné, mais la violence de ça, puis aussi l'espèce d'unanimité chez une certaine... disons que chez certains commentateurs dont on devine les allégeances politiques, c'est comme s'ils n'avaient pas lu mon livre. Ils refusaient la thèse, et donc, c'est pas bon. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient, principalement? Je sais, on m'a beaucoup reproché il n'est pas linguiste, c'est pas un spécialiste, pourquoi, de quel droit nous parle-t-il de ça? J'écris un livre, après vous en faites ce que vous voulez, là, c'est pas, je prétends pas du tout être ça, c'est comme si, et donc il n'y a que des spécialistes patentés, il n'y a que des linguistes dûment diplômés qui pourraient parler de la langue, alors que c'est quelque chose qui nous... évidemment, qui nous rassemble, mais qui nous intéresse aussi de façon collective. Et donc, je pense que, en fait, j'ai pas de remords d'avoir écrit ce livre. Est-ce que c'est pas un symptôme de notre rapport à la langue? Quand la langue fait encore partie du débat public, juste dans la course à la chefferie du Parti québécois, c'est encore un sujet qui est à l'ordre du jour. Donc, oui. Pourquoi ne pas pouvoir en discuter, ne pas pouvoir en parler librement? Oui, c'est vrai que c'est comme si on avait un... Moi, j'en parle aussi. Je pense qu'on a des complexes. Évidemment, on en a plein. Là. Jean-François Lisée vient de sortir un livre pas Jean-François Lisée, je me trompais avec... mais Jean-Marc Léger a sorti un livre qui est un peu les nouvelles cordes sensibles des Québécois. Puis, je trouve qu'on a encore cette espèce de rapport complexé à la langue, à la France, j'en parle aussi dans le livre. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que c'est peut-être un sujet si sensible. Mais en tout cas, clairement, c'est un sujet presque tabou. Ouais. Est-ce que c'est lié au fait, vous écrivez, je vais me permettre de vous citer, vous écrivez à la page 72 de votre ouvrage que le Québec est une société anti-intellectuelle, où la culture et le savoir ont une odeur suspecte qui se félicite de son inculture, qui érige en héros populaires des animateurs de radio populistes se réclamant du bon peuple et des préoccupations de la classe moyenne du haut de leur salaire faramineux en sous-estimant l'intelligence des auditeurs. En France, les intellectuels ont non seulement voix au chapitre, mais ils sont devenus des vedettes médiatiques pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que le rapport à la langue, c'est pas un peu le rapport à l'intellectualisme? Il y a ça aussi. Ça, c'est Jean-François Lisée qui m'a répondu. Il n'était absolument pas d'accord avec moi. Mais moi, je trouve que je connais des gens dans les médias, par exemple, qui de peur de passer pour élitistes, de passer pour snob, vont cacher leur culture, vont cacher leurs connaissances, vont cacher... leur érudition en empruntant, pas juste un niveau de langage, mais je trouve souvent que c'est une espèce de forme à la fois de démagogie et de condescendance, parce que c'est comme dire, les gens, ils comprendront pas si je leur parle de trucs qui sont plus, je sais pas, plus intellectuels ou plus, qui relèvent de la culture. Je trouve ça... Quand je regarde de façon générale les médias, la radio, je trouve qu'on n'élève pas toujours ni les débats, ni les discussions. Et oui, je me désole un peu de ça. Puis peut-être que notre rapport à la langue, en tout cas de nos complexes à la langue, peut-être qu'il est lié à ça aussi. Mais là, tu me fais réfléchir, je me demande si... En fait, tu as lu mon livre beaucoup plus récemment que moi. Peut-être que je me contredis. Vous avez évoqué le nom de Jean-François Lisée. Cette semaine, Jean-François Lisée parlait des immigrants sans entrer dans ce qu'il a dit à propos des immigrants parce qu'on ne veut pas se fâcher. Vous avez écrit dans votre livre qu'à votre avis, le Parti québécois aurait dû inclure les immigrants dans son projet de pays. Donc, c'est encore d'actualité, visiblement. Est-ce que vous pouvez nous parler de pourquoi vous pensez cela?
Ben, c'est parce que si on a un projet, bon, comme indépendantiste, si j'ai une vision d'un pays, évidemment, c'est une vision inclusive, là, et je trouve qu'au PQ, dernièrement, puis pas juste dans la course à la chefferie, puis évidemment pas juste Jean-François, mais il y a, on joue beaucoup cette carte identitaire. On a fait appel à des intellectuels qui sont plutôt à droite, qui sont intéressés par cette carte identitaire. Qui sommes-nous? Et donc, c'est toujours le nous et le eux. Cette espèce de... On parlait à une époque du nous inclusif, mais dès que tu dis le nous et que ça englobe pas tout le monde, il n'est pas inclusif. Et je trouve, encore une fois, Jean-François Lisée, qui est quelqu'un de très, très intelligent, qui est un stratège politique, sait où il s'en va, va gratter des cordes qui sont extrêmement sensibles, je pense pour flatter une base militante qui est peut-être plus frileuse, et je trouve ça extrêmement dangereux et je trouve ça désolant, en fait, que le Parti québécois, qui est un parti né d'idées nobles, je veux dire, je relisais Option Québec de René Lévesque, puis on est loin des discours identitaires du Québec d'aujourd'hui. On était beaucoup plus ouvert sur ce que ça représentait comme projet commun. Et je trouve ça, de faire de la politique avec ça, c'est assez désolant. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais ouais. Vous évoquez René Lévesque, je vais prendre la balle au bon. À l'époque où il écrit Option Québec, on est dans les années 60, c'est l'époque du joual. Et bon, si on relit la définition du joual telle que proposée par Chantal Bouchard notamment, on se rend compte que c'est un mélange d'anglais et de français, et de vieux français, de français populaire. Donc on n'est pas très loin du franglais. Vous pensez quoi de cette association entre le joual et le franglais? Est-ce une nouvelle façon de nommer la langue du peuple, la langue de tous les jours? Bien, c'est-à-dire, moi, j'ai l'impression, ça me fait penser à ce qui m'intéressait dans le franglais, dans ce débat-là, c'est la langue de création. De la même manière que le joual a été une langue de création qui a été très contestée à l'époque, de toute façon. De la même manière, c'est comme... et je trouve que les artistes, de reprocher à des artistes d'utiliser tel langage plutôt qu'un autre, ça me semble un peu aberrant. Je veux dire, on est dans la création. Si tu sens que c'est comme ça que tu dois exprimer ton art. Je veux dire, je suis le premier. C'est drôle, on a enregistré une émission hier. On parlait du nouveau disque de Lisa Leblanc. Je suis le premier à regretter qu'elle s'éloigne du chiac pour faire des chansons en anglais parce que je trouve que ça... Elle a extrêmement... Elle a été très douée, elle a beaucoup, beaucoup de talent, mais il y a une richesse là qui se perd. Puis je veux dire, moi, ma mère est acadienne. Je trouve que j'aime cette langue-là, j'aime le chiac, j'aime la couleur de ça. Et donc, oui, le parallèle à faire entre le joual et le franglais, c'est une manière d'exprimer des idées. Bon, le franglais qui est très, très présent dans la culture hip-hop, rap québécoise, qui touche beaucoup de jeunes, mais c'est pas parce que ça les rejoint qu'ils vont, du jour au lendemain, tous se mettre à parler comme les Dead Obies, qui, de toute façon, dans la vie, ne parlent pas comme dans leurs chansons. Et donc, il y a des modes, il y a des... est-ce qu'on parle moins de joual aujourd'hui qu'il y a 40 ans? Peut-être. Je ne sais pas. Où on a intégré, ça fait aussi pour moi la couleur de ce qu'est la langue québécoise, qui est un... Bon, c'est drôle, j'ai des linguistes qui sont d'accord avec moi, mais qui disent au Québec, on ne parle pas le québécois, on parle le français. Puis oui, je suis d'accord, mais on s'entend qu'on a une couleur, qu'on a des expressions, et un accent, évidemment, mais plusieurs accents. Pour moi, ça fait partie de la richesse de notre langue. Bien, tout comme en France, on va parler le verlan où on inverse les mots. Oui, c'est ça. Puis, et ce que je reproche aussi un peu à ces puristes, c'est d'avoir une espèce de vision idéalisée de la France. Moi, j'ai fait mes études supérieures en France, j'ai vécu un peu, j'ai travaillé là-bas. Puis, on n'a pas tant de complexes à se faire là, vis-à-vis de la France, franchement. Je veux dire, oui, peut-être... il y a certains, sous certains aspects, peut-être qu'ils ont le devant sur nous, comme nous, on l'a dans bien d'autres matières. Mais ces espèces de complexes qu'on traîne à propos de la langue,
Je trouve que ces puristes-là, ben, ils font justement abstraction du verlan, ils font abstraction dans la langue de création en France, c'est pas la correction de la langue n'est pas c'est pas si c'est supérieur à ce qui se passe au Québec. Mm-hmm. Ouais. Par rapport à la langue de création, vous parlez beaucoup de Xavier Dolan et des Dead Obies notamment, et vous dites que dans 100 ans, on se souviendra de ceux qui n'ont pas masqué leur québécitude en la noyant dans une langue inodore, sans saveur ni aspérité, empruntée à d'autres, afin de mieux être entendus dans les salons de Saint-Germain. Pouvez-vous nous parler de ça, de ce rapport à la langue, de ce jeu sur la langue? Bien, c'est drôle. C'est des débats autour de Xavier Dolan. Oui. Bien, c'est drôle parce que je suis tombé cette semaine au Canal Savoir sur un vieil épisode d'Apostrophe. Et où Bernard Pivot rencontrait, en fait, l'élite littéraire de l'époque. Il était au Québec, il était venu au Québec. Et donc, il y avait Gaston Miron, il y avait Michel Tremblay, il y avait Marie-Claire Blais, Jacques Godbout et d'autres, et certains que je ne connais pas et dont j'ai oublié les noms, et qui, contrairement à Michel Tremblay, perlaient en entrevue pour être mieux compris de je ne sais quoi, un public franco-français, que Bernard Pivot les regarde pas de haut, alors que Bernard Pivot, qui est un vulgarisateur formidable, qui est aussi un amateur de soccer, ce qui fait que je l'aime beaucoup, parce qu'on a les mêmes passions. Mais c'est pas son genre de regarder. Et ça me faisait penser à ça un peu, comment à trop vouloir, pas nécessairement plaire, mais à trop vouloir correspondre à une image qu'on se fait de ce qui pourrait plaire à l'étranger, notamment en France, parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à régler dans notre rapport avec la France. On se perd un peu, puis je préfère quelqu'un qui parle de joie. Je préfère et Xavier Dolan incarne ça, parce que, je veux dire, un film comme Mommy, avec un adolescent qui parle justement en franglais, je veux dire, il y a un million de Français qui sont allés voir ce film-là. Xavier Dolan, pour l'avoir côtoyé en France, c'est comme se promener avec Brad Pitt, là. On n'imagine pas ici à quel point il est dans certains cercles, là, une vedette. Les gens se ruent sur lui, c'est les photos. Je me suis retrouvé à être pris dans les flashs des photographes, à me dire, bon, moi, j'ai rien à voir ici, là. Et c'est parce qu'il y a une authenticité dans son œuvre, dans la façon dont ses personnages s'expriment. Puis ça, il faut non seulement l'accepter, mais embrasser cette différence, cette spécificité qu'on a au Québec d'avoir notre français à nous. Au fond, c'est l'authenticité que, même si on remonte à il y a quelques années, Germaine Guévremont et Claude-Henri Grignon s'efforçaient de transcrire lorsqu'ils écrivaient les dialogues de leurs personnages. Ils ne les faisaient pas parler comme des Français de Paris, mais comme des paysans. Oui. Oui, tout à fait. Mais le Survenant, je l'ai écrit dans le livre, j'ai eu bien de la misère. Pourtant, c'est une œuvre magique. Oui, je sais. Il faudrait que je la revisite. Est-ce qu'il y a des œuvres qui vous ont marqué davantage que d'autres? Vous dites que votre père est un amoureux de la littérature, un poète. Oui. C'est souvent par les œuvres littéraires, par les œuvres cinématographiques, qu'on devient un amoureux de la langue ou qu'on s'intéresse à la langue d'une autre façon que utilitaire. Évidemment. Il y en a eu plusieurs, mais je ne sais pas s'il y en a une vraiment plus marquante que les autres. Outre Germaine Guévremont. Oui, mettons. Qui vous a marqué de mauvaise façon. Régent Ducharme, pour moi, ça a été vraiment une voix, et pour revenir à comment on joue avec la langue, fin de l'adolescence, probablement fin du secondaire, début du cégep, de lire Régent Ducharme, pour moi, ça a été une révélation. Mm-hmm. De voir Les Bons Débarras au ciné, à l'époque, c'était en VHS. De voir l'art qu'on peut créer avec cette langue-là, je pense que ça a été... Ça a été quelque chose de révélateur. Ça a été quelque chose, oui. Ouais. Bon Débarras, qui est un film qui a été réalisé par Mankiewicz. Francis Mankiewicz, mais d'après un scénario avec sa langue, vraiment. J'ai su récemment que le TNM s'apprêtait, en fait, ou Lorraine Pintal, en fait, pour être plus exact, à faire une pièce. S'apprêtait à adapter La Vallée des Avalées au théâtre, donc c'est quelque chose qui... Oui, La Vallée des Avalées, je l'ai lu au secondaire, puis ça a été vraiment une révélation. Mm-hmm. Quand vous écrivez, Marc Assevi, et quand vous parlez, est-ce que vous faites des fautes parfois? Qu'est-ce que vous faites quand vous faites des erreurs? Bien, quand je parle, je suis très conscient des calques de l'anglais. Je pense que, justement,
ce bagage-là, je m'en défais difficilement. Oui, des fautes, oui. Ma blonde révise souvent mes papiers avant que je les envoie. Puis elle me dit, hey, voyons. Mais je fais, pour être franc, je fais pas énormément de fautes, mais il y en a toujours. Puis j'aime aussi. J'aime que mon métier m'amène à encore chercher tous les jours dans le dictionnaire. C'est vraiment c'est un grand plaisir pour moi de découvrir des mots, c'est une langue, c'est vrai que c'est une langue riche puis qui est très stimulante. Mais oui, des fautes, oui, malheureusement. Découvrir des mots, l'importance de se relire, de se corriger. Ah, ça, oui. De vouloir les identifier. C'est ça. Oui, se relire, déjà, on en élimine pas mal. Ouais. Et c'est une gymnastique à laquelle nos étudiants devraient s'adonner. Ah oui, ça, je vous encourage, oui, pour les yeux du professeur aussi, ça fait moins saigner. Oui. Vous dites que c'est important, en fait, que le Québec, qu'on continue au Québec d'apprendre le français, mais qu'on puisse aussi apprendre l'anglais pour éviter de former des cancres et des analphabètes internationaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette idée? Je vais vous parler de mon fils qui est en secondaire 1, que j'accompagnais ce matin à l'autobus, puis qui connaît pas du tout l'anglais. Et qui est vraiment... je trouve ça aussi assez ironique, en fait, qui est un très bon élève, mais qui est un cancre en anglais. Puis il veut pas du tout aller ni dans un camp, ni... je dis, il y a des camps de soccer, là, tu pourrais... Ça l'intéresse pas. Et j'essaie de lui expliquer que quand même, c'est un handicap, parce que plus tard, puis en plus, je pense quand on est jeune, mais ça, on apprend plus vite. Je sais pas si c'est un mythe, mais enfin... c'est ce qu'on se dit. S'ouvrir au monde, puis commencer avec les langues, pouvoir échanger, mais de voir que, alors que moi, on me reproche de peut-être d'avoir trop versé dans l'anglais, bien, mes enfants, pas du tout. Alors que, c'est ça, leur mère parle 4 langues, puis eux... Ils sont très bons en français, là, mais pour le reste, nul. Et pour nos étudiants de l'ENA qui arrivent à l'ENA, qui étudient en français, qui ont la chance d'étudier en français, même si c'est dans un domaine où, à l'international, ça se passe beaucoup en anglais, quand ils arrivent sur le marché, beaucoup les avertissent et leur disent « Attention, ça va se passer en grande partie en anglais. » Quel message vous auriez à leur... Bien, moi, je pense que si on veut être porteur d'une idée du Québec, si on veut être des ambassadeurs, si on veut, oui, travailler évidemment dans des multinationales et souvent en anglais, mais montrer son identité ou peut-être afficher cette identité, en être fier. Ça ne veut pas dire je suis pris dans mon cocon français dont je ne veux pas sortir, mais j'ai ça de plus que le gars de l'Alberta ou que le gars du Wisconsin. En fait, j'ai cette couleur-là, cette richesse-là. Et d'être un ambassadeur du Québec et de la langue française, bien, c'est de maîtriser cette langue-là. C'est sûr que la massacrer, peut-être que vous êtes mieux de juste faire des trucs en anglais. Mais c'est de ne pas être un handicapé langagier en français, ni un handicapé langagier en anglais. Oui, c'est ça. Puis je pense, bien, tu le disais au début, quand on maîtrise bien une langue, bien, après on peut en maîtriser d'autres. Puis tout ça, je pense, une langue peut nourrir l'autre. Puis et puis on réfléchit aussi peut-être mieux. Je sais pas, il y a quelque chose là de... Mais oui, quand je vois des textes... bourré de fautes, je trouve ça triste. Vraiment, ouais. Donc, nos étudiants ont une responsabilité, ont un rôle pratiquement politique à jouer quand ils vont je arriver pense que sur oui, le puis marché c'est pas, du puis travail. on dit politique, ça veut pas dire vous n'avez pas besoin d'adhérer. Vous n'avez pas besoin de penser que la souveraineté du Québec, c'est une bonne idée. Là. Je pense que juste penser que ça vaut la peine que cette entité-là, que ce peuple-là puisse survivre, bien, ça passe beaucoup par la langue. Ouais. Donc, est-ce que vous croyez que le contexte politique actuel, le contexte social, est un contexte qui permet aux étudiants de se nourrir et d'avoir envie d'apprendre et de protéger le français?
Je pense que oui. Je pense qu'il il faut juste pas s'asseoir sur ses lauriers et penser que tout est réglé, puis qu'il n'y a pas de menace, puis c'est un débat d'arrière-garde qui a été mené par d'autres gens. C'est comme le féminisme. Là. Quand j'entends des gens dire « Ah ben là, c'est réglé, les féministes peuvent aller se coucher », je veux dire, on fait des acquis, on progresse, mais ces combats-là, ils sont pour toujours. Puis il faut être conscient de ça. Mm-hmm. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, M. Cassivi. Merci. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions. Je suis conscient d'avoir été un peu confus, peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des préoccupations par rapport à la langue ou qui aimeraient poser des questions à M. Cassivi? Vous n'êtes pas obligé. Oui, M. Pro. Et je reviens sur la campagne électorale 2014 au Québec. En plein débat télévisé, le chef du Parti libéral, Philippe Couillard, avait mentionné ceci. Ben, si un patron anglophone sur une ligne de montage parle à un employé du Québec, ben oui, il faut qu'il réponde en anglais. C'est pas un peu dérangeant, ça? Oui, moi, je la trouve part ça... d'un chef politique, entre autres? Oui, moi, je trouve ça dérangeant. J'en fais allusion dans mon livre brièvement. Ça me fait penser un peu à ce que disait Mitch Garber à Tout le monde en parle, c'est-à-dire que, oui, connaître une langue pour qu'elle soit une richesse, une corde de plus à son arc, mais après, que le premier ministre, ou enfin, il était candidat à l'époque, hein, disent oui, l'anglais pour que sur le lieu du travail, on puisse répondre. Je trouve que ça, c'est un peu une mentalité colonisée quand même. Je pense que sans doute qu'il regrette ces paroles-là. Je lui souhaite. Est-ce qu'il les regrette quand on voit ce qui est arrivé? Je pense qu'il a dû les regretter quand même. Ouais. Parce que le Parti québécois a proposé de rendre la loi 101 plus sévère, de revoir une partie de la loi 101 pour obliger davantage les commerces à afficher en français. Ouais. Et c'est une motion qui a été complètement rejetée par le Parti libéral. Oui, ça, en fait, je pourrais pas entrer trop dans les détails de ça, mais quand j'entends, par exemple, Alexandre Cloutier cette semaine répondre à Martine Ouellette sur un peu, je pense que c'était un peu là-dessus, sur la loi 101 puis la langue, puis dire, ben il y a un cadre législatif, en Cour suprême, il l'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire, dans le fond, s'il y avait un arrêt en Cour suprême, et se faire huer par l'Assemblée du Parti québécois, je veux dire, Alexandre Cloutier, je pense qu'il est peut-être maladroit, mais il est assez lucide par rapport à la situation. On peut voir les choses en face, puis essayer de... Après, est-ce qu'il faut renforcer ou non la loi 101? Je sais pas. J'écrirai pas un livre. ni une chronique? Une chronique, même pas une chronique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bertrand? Non. S'il n'y a pas d'autres questions, si vous avez envie de venir saluer M. Cassivi, je vous invite à venir le rencontrer. Oui? Ah, il y a un petit tirage, oui, pardon. Ah ouais. Mais il y a une dernière question, je pense. Oui. C'est ça? On parle souvent de la langue, mais on oublie la culture. Puis chaque langue, il y a une culture qui va la suivre. Fait que si on s'en concentre juste sur la langue, puis on oublie la culture, peut-être on nuit à la langue en même temps. Ça se peut-tu? Je sais pas. Hein. C'est une bonne question. Moi, je pense que l'un vient avec l'autre. Oui, en fait, ça se marie. Et puis, au cœur de la culture, disons, québécoise, oui, on peut dire que la culture québécoise, c'est pas seulement la culture francophone, évidemment. Il y a la langue. Il y a la langue française pour la majorité. Après, c'est d'autres... Peut-être que je ne répondrai pas du tout, pas exactement à votre question, mais pour revenir à ce que disait Mitch Garber et le fait que les anglophones connaissent pas bien la culture québécoise, je me suis dit, Saul Bellow, c'est un prix Nobel de littérature qui est né à Lachine, à 10 km d'où j'ai grandi dans l'ouest de l'île.
Puis je pense que si on faisait un sondage au Québec, là, il y aurait très peu de gens qui pourraient identifier ce prix Nobel de littérature. Puis s'il s'appelait Paul Béliveau, je pense qu'il y aurait des prix à son nom, puis qu'on saurait qu'on a eu un Québécois prix Nobel de littérature. Il y a aussi les deux solitudes, puis j'en parle, c'est une façon de se fermer à l'autre que de ne pas reconnaître que tout le monde fait partie du projet. Oui. Il y a Jacques Poulain qui en parle dans Volkswagen Blues, qui l'évoque. Oui. Mais Bello a vécu la grande partie, la majorité de sa vie aux États-Unis. Parti à Chicago, oui, évidemment. Oui. Mais, je veux dire, si c'était un francophone qui s'appelait Paul Béliveau puis qui était parti à 6 ans à Chicago, on dirait c'est un petit gars de chez nous. Oui, où on retrouverait son prénom d'origine, comme un certain Jack Kerouac. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc, merci beaucoup, M. Casselvi, d'être venu nous rencontrer. C'est un honneur de vous avoir.